à quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne œuvre? Si on parle musique ou même cinéma, peinture, sculpture, ce que tu veux, ce qui caractérise une bonne œuvre, tu seras d'accord avec moi, ça repose sur plein de critères différents. Parmi eux, on pourrait citer la maîtrise technique de l'artiste, la profondeur et le message qu'elle véhicule, l'impact culturel et social, l'impact émotionnel, l'authenticité, le contexte historique, enfin bref, plein de critères qui sont propres à chacun et qui reposent sur la subjectivité de tout le monde. Là où toi tu vas trouver telle œuvre magnifique, peut-être que quelqu'un d'autre la trouvera complètement gaze. En revanche, parmi ces critères, il y en a un qui sort complètement du lot parce qu'il est plus proche selon moi de l'objectivité que de la subjectivité. C'est un critère qui ne ment pas, un critère qui est un très bon indicateur de qualité et qui, pour chaque œuvre qu'on pourrait considérer comme une bonne œuvre de manière assez unanime, est constamment présent. Et ce critère justement, c'est la longévité. Une œuvre, peu importe laquelle, qui arrive à perdurer dans le temps et toucher les générations futures, je sais pas pour toi, mais chez moi on appelle ça un classique. Et dans le rap, plus particulièrement dans le rap français, il y a une œuvre qui allie non seulement la longévité, mais aussi tous les critères subjectifs que je viens de te citer. Je pense que tu l'auras compris, mais je te parle de Mauvais Oeil de Lunatic. Mais alors comment cet album, qui est paru il y a plus de 24 ans, a fait pour transcender les époques, pour qu'un mec comme moi qui ne l'ait pas connu ni vécu à sa sortie sache quand même l'apprécier aujourd'hui et reconnaître sa valeur en très bientôt 2025? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des plus grands groupes de l'histoire du rap francophone qui a sorti le plus grand album de ce genre musical. Tu l'auras compris, on parle de Lunatic. Jingle. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt, le disque sort bientôt, ce qui paraît. Pop, comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de commenter, de t'abonner, ça m'aide de fou et ça référence mon travail. Vous êtes toujours 95% à me regarder sans être abonné. Vous jouez à quoi les frères? 2025 ça va être une très bonne année les frérots, il y a plein de trucs qui vont sortir, que ce soit ici ou sur mes réseaux qui s'affichent à l'écran, je sais pas où. Bref, sur ce bel instant promo, on peut commencer. Avant de parler de l'impact de Lunatic sur le rap français, il faut déjà revenir un peu en arrière et comprendre dans quel contexte le groupe s'est formé. On est en 1994 et à cette époque, le rap commence à faire un peu de bruit en France. On retrouve des projets cultes comme Pros Combat de MC Solar, 95-200 de Ministère Amer, c'est la sortie des premiers projets de IAM et NTM, et dans toute cette effervescence, on retrouve deux mecs qui vivent tous les deux dans le département des Hauts-de-Seine et qui chacun de leur côté se prennent de plein fouet l'arrivée de ce genre musical en France. Et ces deux mecs en question, tu les connais bien, ils s'appellent Yacine Sekoumi et Eli Yafa, mais ils se font aussi appeler Ali et Tic Tac. Oui, t'as bien entendu, son premier blaze, c'était Tic Tac. Bon, heureusement, ça va pas durer très longtemps, il va se renommer assez vite sous le pseudo sous lequel tu le connais maintenant, il va se renommer Booba. Un peu plus stylé quand même. Bon, c'est cool leur blaze, mais au début, notre Ali et notre Booba, ils se connaissent pas. Booba, lui, il est encore dans les études, il termine son BEP vente en stage dans le magasin Ticaré, un magasin de sable dans le 10e arrondissement de Paris, qui n'est pas seulement un magasin de sable. Ticaré, c'est aussi un lieu où il y a pas mal d'événements rap/hip-hop qui sont organisés, que ce soit sessions d'enregistrement, rencontres avec des graffeurs, des breakers, des DJ. C'est vraiment un des premiers endroits sur Paname autant dédié à la culture urbaine, et ça va être le premier pas d'entrée de Booba dans le rap. De fil en aiguille, il va commencer à rencontrer de plus en plus de gens dans la sphère hip-hop, et notamment faire la connaissance d'un collectif du nom de La Clica. Le feeling va bien passer, Booba va même devenir danseur pour eux, et dans le collectif La Clica, on retrouve un groupe du nom de Coup d'État Phonique. Et dans Coup d'État Phonique, faut suivre. On retrouve un mec du nom de Egozist qui va brancher Booba avec notre bon vieux Ali. Les deux rappeurs s'entendent plutôt bien, ils ont à peu près le même âge et tous les deux ils ont cette passion pour le hip-hop. Ils vont alors pas attendre trop longtemps avant de se dire que ce serait quand même pas une mauvaise idée s'ils faisaient un groupe ensemble. Et à partir de là, bingo, Lunatic est né. La Clica compte désormais un groupe de plus dans ses rangs, mais justement c'est là où ça va poser un problème. On rappelle, il y a La Clica qui est un collectif, dans ce collectif il y a Coup d'État Phonique et Lunatic c'est un sous-groupe de Coup d'État Phonique. Donc nos deux amis risquent de passer sous les radars et de rester dans l'ombre du groupe, mais aussi du collectif. C'est ce qui vont les motiver un an plus tard en 1995 à quitter La Clica pour rejoindre le label Beat de Boule tenu par la légende du rap français, j'ai nommé Monsieur Zoxy. Ça va commencer à bosser entre label et duo, qui la même année commence la production de leur premier projet Sorti de l'ombre, qui symbolise enfin une concrétisation pour le groupe qui jusqu'à présent n'avait fait que des apparitions à droite à gauche. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, puisqu'après un voyage aux États-Unis, Ali et Booba se rendent compte du gap énorme qu'il y a entre le matos et la qualité des studios d'enregistrement là-bas comparé à celui de Beat de Boule, label indépendant sans trop de moyens du 92. Ils veulent le meilleur pour leur projet, ce qui est normal, et ils vont alors demander à Zoxy de réenregistrer le projet, cette fois-ci avec du matos un peu plus quali. Sauf que au stade auquel ce projet était et au vu de tout l'argent investi, Zoxy va évidemment refuser et souhaite sortir le projet tel quel. Va alors suivre une jolie petite bagarre entre le duo et le label, le projet ne sortira pas et Lunatic va quitter Beat de Boule. Bon, c'est pas la fin pour eux, loin de là, ils ont commencé à faire pas mal de bruit sur la scène rap parisienne à l'époque, ce qui va les pousser, après leur passage chez Beat de Boule, à rejoindre le collectif Time Bomb.
Bomb. C'est une belle opportunité pour eux parce que Time Bomb à cette époque, qui était à la fois un collectif mais aussi un label, comptait dans leur rang des mecs comme Oxmo Puccino ou Pete Bacardi et était une structure déjà assez solide. Ça reste quand même un gros step-up pour eux parce que même s'ils apparaissent pas sur la première compile Time Bomb Volume 1 paru en 1995, ils sont quand même entourés de pas mal de rappeurs, ils assistent aux sessions d'enregistrement, enfin bref, ils prennent de l'XP quoi. C'est ce qui va les amener en 1996 à être invités sur la compilation Hostile Hip Hop du label Hostile Records. On pourra retrouver des duos comme Arsenic ou encore des collectifs comme La Clinique comptant dans leur rang un certain Doc Gynéco. Et à l'occasion de cette apparition, Ali et Booba vont sortir le morceau Le Crimpé et là ça va être la révélation. C'est complètement innovant et carrément à l'opposé de ce qui se faisait à l'époque, le flow est sombre, très mystique, même un peu angoissant. Cette démarche artistique assez crue et cynique, il n'y a pas vraiment d'autres groupes qui l'adoptent à ce moment et ça va bien démarquer le duo. Après cette apparition réussie, Lunatic a le vent en poupe et commence à être pas mal attendu sur la scène rap française. Le public devient de plus en plus curieux à l'idée d'écouter un projet du duo et il y a pas mal d'attentes qui vont se créer autour d'eux. Bah ouais, leur flow assez caractéristique et leur mélodie sombre ça a bien plu et le public demande le premier projet de Lunatic. Sauf que petit coup dur pour le duo, ça va pas se passer exactement comme prévu. Après des débuts assez prometteurs de leur part et leurs différentes apparitions à droite à gauche, Booba se fait incarcérer 18 mois après une altercation un peu mouvementée avec un chauffeur de taxi. Ça va mettre un petit coup de frein au groupe qui à ce moment, donc en 97, était sur une belle lancée, mais pas le temps pour les regrets, Booba continue de bosser, il fait des pompes, il écrit des textes, il taffe, comme il le racontera d'ailleurs plus tard sur le morceau La Lettre dans Mauvais Oeil. Il va enfin sortir de prison en 98 et avec Ali ils vont chercher à se faire signer dans une maison de disques pour enfin produire leur premier projet. Ça fait depuis 96 qu'on les attend, ils commencent à avoir un bon petit engouement, une patte artistique assez claire et surtout un très bon niveau en rap. Sauf que les maisons de disques ont pas la vision, ça sort peut-être un peu trop du lot, c'est peut-être un peu trop niche et surtout que depuis l'incarcération de Booba, le duo a pas la meilleure des images. Petit coup dur mais bon, pas grave, le duo va pas se laisser abattre pour autant et s'ils peuvent pas réussir grâce à une maison de disques, pourquoi pas créer la leur. Et c'est donc comme ça que Booba, Ali et Laurent Geraldo vont créer le label iconique 45 Scientifique et obtenir un premier deal de distribution avec Sony BMG Music pour sortir leur premier projet. Va alors suivre la sortie du premier EP du groupe mais aussi du label Civilisé en 1999 pour un peu annoncer la couleur du premier album qui sortira un an plus tard le 25 octobre 2000 et qui va changer la façade du rap français à tout jamais. « 14 titres, 15 avec la réédition en 2001, mais 14 titres. Pas un en trop, pas un manquant, c'est avec 14 titres que Lunatic va sortir le plus grand album de rap français de tous les temps. Tu vas me dire Félix, t'es bien sympa de nous le répéter, mais qu'est-ce qui fait de cet album le plus grand album de rap français de tous les temps? Et je vais répondre à ta question, alors écoute bien. Alors on en a déjà parlé un petit peu avant, mais ce qui distingue directement cet album, c'est surtout l'ambiance sonore qui est autour de celui-ci. Dès la première note de l'intro, tu sais que tu vas écouter Lunatic et que tu vas être plongé dans cette atmosphère assez oppressante et caractéristique du groupe. Les mélodies et les sonorités utilisées, c'est du jamais vu dans le rap français auparavant, et Lunatic s'affranchit complètement des influences usuelles du hip-hop français à cette époque, en cherchant à faire ressentir quelque chose avec la musique, plutôt que d'allier des éléments caractéristiques du hip-hop pour avoir une prod qui rentre dans les codes et qui fait prod de rap. Le but de l'album avec ses sonorités sombres et troublantes, c'est de te faire passer une émotion avec la musique pour que tu la vives à 100% plutôt que de lâcher des morceaux plus clichés des codes du rap comme ce qui se fait déjà avec les mêmes scratchs, les mêmes percussions, des schémas de rimes hyper complexes pour montrer que t'es le rappeur le plus technique de ton département. Et ça, c'est une philosophie partagée par pas mal de musiciens que j'ai pu entendre pour la première fois dans une vidéo de Victor Wooten, rien à voir avec le rap, lui c'est un bassiste, et avec laquelle je suis personnellement 100% d'accord. Et dans cette théorie, il dit ça. Listening is cool. Maya Angelou said people won't remember what you said, they won't remember what you did, they'll remember how you made them feel. Music is no different. If I can catch you or hit you, grab you by feeling, right? I got you. Then I can make you listen. I can pull you to where the other cool stuff is. En gros, si t'as pas compris, écouter de la musique c'est bien, la ressentir c'est mieux parce que c'est les sentiments et les émotions qui sont les fils conducteurs de notre sensibilité artistique. Alors quand t'arrives à instaurer ces émotions d'oppression et de sombreur comme Lunatic a pu le faire, t'as tout gagné parce que t'arrives à prendre les gens par les sentiments et pas par l'écoute. Bon, je te vois venir, ça veut pas dire pour autant qu'ils savent pas rapper. Si on prend l'intro du projet par exemple, sobrement appelée intro, ils sont pas allés chercher très loin pour celle-ci, ça représente à 100% cette théorie. Sur 2 minutes tout pile de musique, il y a la moitié où aucun des deux ne rappe et laisse juste place à la prod qui annonce la couleur pour le reste de l'album. Dès l'intro du projet, Lunatic veut faire passer un sentiment et ils réussissent parfaitement à le faire. En plus de ce côté émotionnel recherché par le duo, le thème sombre et lugubre, c'est pas un choix anodin. Oui, parce que la théorie du frérot Victor elle est bien, mais pourquoi avoir choisi ces sonorités précisément? Ça peut s'appliquer sur tous les autres styles de musique, on est d'accord. Pourquoi avoir choisi ce genre de composition assez lugubre et ce style de musique pour leur démarche artistique? Bon, déjà comme on l'a dit, il y a l'aspect innovant, ça les démarque énormément, c'est des mélodies qu'on n'avait pas entendues dans le rap avant, mais c'est pas tout ce qui résume ce choix. L'intérêt pour le duo de se tourner
tourner vers ce style sombre, ça a deux raisons. La première, c'est que ça allie leurs propos avec leur musique et ça donne une cohérence à leur discours. On va poser pas le temps pour les regrets sur une prod de chat à bouillon, tu perceras pas les paroles de la même manière. Et deuxièmement, ces prods sombres et lugubres, ça colle parfaitement à la manière de rapper du duo qui est plutôt une manière mélodique que rythmique. Les mecs plus techniques et lyriques à cette époque, il y en a, je pense à MC Solar ou notre bon vieux Kerry James qui eux ont une manière de rapper qui repose bien plus sur leur texte, leur schéma de rime, leur éloquence que Lunatic qui eux au contraire sont un duo mettant plus en avant leur mélodie et leur intonation que les autres rappeurs. Donc ça c'est vraiment une chose qui fait que l'album a un ton particulier, mais tu t'en doutes, c'est pas tout. Mauvais Oeil, mais aussi Lunatic de manière générale, c'est vraiment ce qui caractérise à 2000% la phrase les opposés s'attirent. Quand on regarde de plus près, on se rend vite compte en analysant les textes et même plus tard la suite des carrières individuelles des deux membres que Booba et Ali c'est littéralement le yin et le yang. Ali lui après la sortie de ce projet a volontairement fait le choix d'être plus discret et de s'écarter de plus en plus du hip-hop au profit de la religion. C'est un personnage un peu plus sage et spirituel que Booba et ça se ressent énormément dans ses textes. Booba lui de son côté il est plus impulsif et plus fougueux, ce qui l'a amené par la suite à avoir la carrière qu'il a eue, qui est probablement la carrière la plus réussie du rap français jusqu'à présent, sans pour autant quelques scandales qui vont avec. Et pareil dans l'écriture de ses couplets, ça se ressent, c'est beaucoup plus incisif, parfois provocateur mais avec un fond de réalité bien présent que pas mal de gens auraient du mal à prôner publiquement. Et quand tu regardes aujourd'hui ce qu'il poste sur Twitter concernant des problèmes dont personne ne veut vraiment pointer du doigt comme les influx voleuses qui vendent des produits de dropshipping à nos petites sœurs, c'est là où tu réalises la sincérité de ses propos à travers sa musique et qu'il dit pas ça pour faire stylé mais que c'est véritablement le fond de sa pensée. Et en plus de ça, il a pas perdu ses valeurs avec le temps. Et cette dualité de par leur caractère respectif, c'est vraiment ce qui donne une osmose au projet et au groupe de manière générale qu'on retrouve pas chez les autres à ce moment-là. Booba et Ali, c'est deux passionnés de rap dont les personnalités de chacun sont opposées mais s'assemblent parfaitement pour former un projet rondement bien mené qui rencontrera un succès phénoménal. Parce que ouais, on en a pas encore parlé, mais une des choses qui fait la légende de cet album, c'est aussi son succès. Un succès qui n'est pas juste un succès caractéristique d'un album qui se vendrait bien et puis basta, non c'est vraiment un succès bien plus profond que celui-ci. Le plus gros succès de cet album, c'est probablement le fait que ce soit un succès en indépendant. Pour rappel, le projet est sorti sous le label 45 Scientifique qui est un label indé, et Mauvais Oeil c'est le premier album indépendant à être certifié disque d'or. Je sais pas si on se rend compte un peu de la dinguerie que ça représente de faire un disque d'or en indépendant à cette époque, mais c'était littéralement impossible et Lunatic l'a fait en premier. Si aujourd'hui on a de plus en plus de rappeurs qui s'affranchissent des maisons de disques pour avoir l'entièreté du contrôle sur leur démarche artistique et leur projet, chose qui est de plus en plus accessible grâce à la visibilité plus développée, notamment avec les réseaux sociaux, mais aussi à la comptabilisation des streams sur les plateformes de streaming et à la rémunération des artistes par ces plateformes, et à l'époque justement, il n'y avait rien de tout ça. Si tu voulais te faire un nom, c'était surtout grâce à la radio que c'était possible, et si tu voulais vendre tes CD, fallait passer par une maison de disques qui te finance, mais qui en contrepartie entache ta démarche artistique pour maximiser leur rentabilité à eux. Et Booba et Ali, rien à foutre, ils ont pris toute l'industrie à contre-pied et ils ont prouvé que c'était possible de faire un projet qui marche sans vendre leur cul à des PDG de maison de disques qui n'ont jamais écouté un morceau de rap de leur vie. C'est plus qu'avant-gardiste pour l'époque et c'est ce qui a en partie influencé notre génération actuelle à de plus en plus se lancer en indépendant. Parce que oui, en parlant d'influence sur la nouvelle génération, Mauvais Oeil c'est aussi une référence pour tous les rappeurs français actuels. Que ce soit avec le nombre de refs incalculable du mec le plus mainstream au mec un peu plus niche ou la volonté d'indépendance des artistes émergents, Mauvais Oeil a laissé des traces sur la carrière de tous les rappeurs. Aujourd'hui, l'indépendance dans le rap ça a jamais été aussi mis en avant et c'est le succès de Mauvais Oeil à une époque où c'était encore plus compliqué de le faire qui a prouvé à notre génération que oui, c'est possible de faire de la musique et de vivre de ton art en respectant ta propre démarche artistique. Enfin bref, c'est vraiment grâce à ces raisons globalement que Mauvais Oeil c'est l'album au sommet du rap français depuis maintenant 2 décennies. Que ce soit autant dans les musiques en elles-mêmes ou simplement dans ce que cet album a apporté au rap, Mauvais Oeil c'est l'album préféré de ton rappeur préféré. Et qui sait si un jour on assistera à un projet qui lui aussi transcendra les générations comme Mauvais Oeil l'a fait et viendra prendre sa place sur le toit du rap français. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres arguments selon vous qui font que Mauvais Oeil c'est le plus grand album du rap français de tous les temps et que j'ai pas dit, ou si juste t'es pas d'accord. En attendant on se dit à dans 2 semaines, joyeux Noël mes chégués, bisous bonheur.